Mesdames et messieurs, bonjour et ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition, dans votre émission presque semi-hebdomadaire autour du monde édition Afrique. Comme vous le savez, pendant cette édition de mercredi, on essaie de vous présenter presque les grands efforts qui sont faits par l'Égypte sur la scène africaine, que ce soit dans le domaine politique, économique, quand même dans d'autres domaines de coopération mutuelle avec les différents pays de notre cher continent africain. Donc, commençons tout de suite cette édition par le forum sino-africain. En fait, on trouve que Monsieur le Premier ministre égyptien, Dr Moustapha Madbouli, est arrivé mardi à l'aéroport international de Pékin pour participer au nom du président Abdel Fattah al-Sisi au forum sur la coopération sino-africaine FOCAC, qui se tient du 4 au 6 septembre en présence d'un grand nombre de chefs d'État et de gouvernement. Le chef du gouvernement égyptien a été accueilli à son arrivée à l'aéroport par le ministre chinois de la Culture et du Tourisme, Sun Yudi, l'ambassadeur d'Égypte en Chine, Asim Hanafi, l'ambassadeur de Chine en Égypte, Liao Liqiang. La participation de M. Madbouli au sommet connaît d'un vaste programme d'événements, vu qu'il assiste à la séance d'ouverture du forum sur la coopération sino-africaine à un certain nombre de séances de haut niveau. Il prononce une allocution importante lors d'une séance intitulée Transformation industrielle, modernisation de l'agriculture et le développement vert. Le Premier ministre tiendra également un nombre de rencontres avec des responsables chinois et africains en marge des travaux du forum. Madbouli assistera aussi à la signature d'un certain nombre de documents importants liés aux investissements. En fait, on trouve que quelques heures avant le lancement du Forum de coopération sino-africain, l'envoyé spécial du gouvernement chinois pour les affaires africaines a présenté les grandes lignes et les objectifs de l'événement. La Chine et l'Afrique entendent collaborer plus étroitement et faire preuve d'une grande solidarité. Ils essayent de soutenir l'un l'autre mutuellement, plus fermement, sur les questions concernant les intérêts fondamentaux, les préoccupations majeures, et ils travaillent main dans la main pour sauvegarder les intérêts légitimes des pays en développement. En fait, selon lui, la Chine et l'Afrique présentent des atouts très complémentaires. En matière de développement, l'Afrique possède de riches ressources naturelles et d'énormes ressources humaines. Pour sa part, la Chine dispose davantage en termes de capitaux, de technologies, des expériences. On trouve que Monsieur le Premier ministre, quand même, avant de partir pour la Chine, affirmait le support de l'Égypte à la Somalie et son intérêt à son unité lors d'une réunion avec son homologue somalien Hamza Abdi Bar Oker. Les explications tout de suite. Le Premier ministre égyptien, Moustapha Madbouli, a mis l'accent sur le soutien total de l'Égypte à la Somalie à la lumière des relations historiques étroites entre les deux parties. Lors de sa rencontre avec l'ambassadeur de Somalie au Caire, Elias Omar Aboubakr, le Premier ministre a mis l'accent sur l'importance de la sécurité, de la stabilité et de la paix en Somalie en tant que pilier fondamental de la sécurité et la stabilité dans l'ensemble de la région. La réunion s'est tenue au siège du Conseil des ministres dans la nouvelle capitale administrative. M. Aboubakar s'est dit fier de son mandat d'ambassadeur de son pays en Égypte. Il a salué le rôle actif du Caire dans le soutien à Mogadiscio, surtout au vu des défis politiques et sécuritaires auxquels il est confronté et qui requièrent le soutien des nations arabes, en particulier de l'Égypte. Donc, d'autre part, on trouve que le déficit de financement en matière d'infrastructure en Afrique seulement est estimé à environ 100 milliards de dollars. C'est ce qu'a déclaré en fait la ministre du Plan de développement économique et de la coopération internationale, Dr Rania Al-Mashat, également gouverneur d'Égypte auprès de la nouvelle banque de développement, BD, lors de sa participation à une séance tenue dans le cadre de réunion annuelle de la Banque en Afrique du Sud. Si je puis dire, vous allez avoir plus d'explications et d'informations dans ce commentaire de chez vous. C'est là, Marwa Arafa. Le déficit de financement en matière d'infrastructure en Afrique seulement est estimé à environ 100 milliards de dollars.
C'est ce qu'a déclaré la ministre du Plan du Développement économique et de la coopération internationale, Rania Al-Mashot, également gouverneur d'Égypte auprès de la Nouvelle Banque de développement, lors de sa participation à une séance tenue dans le cadre des réunions annuelles de la Banque en Afrique du Sud. Les ressources publiques ne suffisent plus. Selon Al-Mashot, qui a indiqué que la région de l'Afrique subsaharienne a des besoins de financement dans les infrastructures de 7% du produit intérieur brut, un pourcentage qui est plus élevé dans d'autres régions. Elle a souligné l'importance des réunions annuelles de la NBD qui se tiennent en Afrique du Sud et du modèle de développement mis en œuvre par l'État, notant que cela reflète la grande diversité des modèles de développement appliqués par les États membres de la Banque. Les besoins en matière et dans les pays en développement sont énormes et nécessitent des trillions de dollars par an pour y répondre afin de mettre en œuvre des projets dans divers domaines tels que l'eau, l'assainissement, les énergies renouvelables, le transport et autres, ce qui confirme que le développement des infrastructures se reflète directement sur la qualité de vie des citoyens et relance l'économie, a-t-elle expliqué. Donc, chers téléspectateurs, actuellement, j'ai en ligne de l'Antenne internationale Monsieur l'ambassadeur Medhat Al-Melighi, ex-ministre adjoint des Affaires étrangères de l'Égypte. Monsieur l'ambassadeur, vous êtes toujours le bienvenu. Merci, bonjour à vous. Merci beaucoup pour votre présence. Et actuellement, dans notre ligne de mire, c'est ces relations qui est actuellement établie, ou qui sont actuellement établies entre la Chine et l'Afrique. Donc, comment vous qualifiez cette phase que traversent les relations entre les deux côtés? Et ça à la lumière de ce qui se passe, que ce soit au niveau régional, africain ou quand même au niveau international. Alors, premièrement, en ce qui concerne les relations sino-africaines, du point de vue africain, c'est très important de noter que les conditions imposées par la Chine en ce qui concerne les échanges commerciaux et économiques entre la Chine d'un côté et les pays africains sont beaucoup mieux que les relations qui dépendent sur l'Ouest, l'Occident en général, qui sont beaucoup plus compliquées et beaucoup plus bénéficiaires pour l'Occident que pour les pays africains. Et de là, l'importance de ces relations avec la Chine du point de vue africain. Quand on regarde, on observe les relations sino-africaines d'un point de vue chinois, on trouve que la Chine a toujours considéré, notamment avec la nouvelle Chine, qu'on voit maintenant il y a plus d'une dizaine d'années, alors que la Chine considère l'Afrique comme une priorité majeure dans sa diplomatie. Et elle s'est montrée disposée à accroître ces échanges à tout niveau, que ce soit économique ou politique, et approfondir les relations stratégiques mutuelles de son côté, et même renforcer davantage la coopération avec les pays africains. Cela pour sécuriser certainement les matières premières dont elle a besoin, et en même temps parce que l'Afrique a besoin de les connaissances, a besoin de l'expertise chinoise dans tous les domaines. N'oublions pas que l'Afrique, malgré ses richesses en ce qui concerne les matières premières, mais elle est assez pauvre en ce qui concerne les expertises et les technologies assez récentes. Alors, ici vient le rôle chinois de comment est-ce qu'on peut promouvoir ces relations pour le bénéfice des pays africains. Oui, donc vous avez, si je puis dire, suscité plusieurs éléments pendant votre réponse, mais j'aimerais avoir plus de détails en ce qui concerne les besoins actuels des pays africains de la part de leurs partenaires chinois, de ce dragon chinois. Alors que le monde est frappé par plusieurs crises, crise énergétique, crise de manque de financement pour le développement, crise dans le domaine alimentaire et ainsi de suite. Donc, comment la Chine peut apporter de remèdes ou peut quand même être
un élément constructif pour résoudre les problèmes des pays africains? Bon, elle peut aider quand même. Elle ne va pas résoudre parce que ça dépend sur les Africains de résoudre leurs propres problèmes. Et quand il s'agit de la Chine, et c'est le plus important, la Chine s'intéresse plutôt aux projets qu'elle peut exercer avec le secteur public, avec les gouvernements africains. C'est le domaine dont la Chine a vraiment montré son point fort. Je veux dire notamment dans les domaines de l'infrastructure, la santé, l'énergie, l'industrie et même la sécurité. Il est très important de noter que, en ce qui concerne, vous avez évoqué le problème du financement. Alors là vient l'importance des projets chinois qui eux-mêmes peuvent chercher l'institution monétaire qui peut aider avec le financement, que ce soit des organisations purement africaines comme la BAD, la Banque africaine du développement, ou autres institutions africaines, ou par les banques dédiées à ce problème de la part de la Chine même. Oui. Et qui vient, moi, en tant qu'ambassadeur, où j'ai servi dans plus d'un pays africain, je peux vous dire que c'est avec ces outils-là que la Chine a pu vraiment se répondre d'une manière très efficace sur le continent africain, Oui. à travers fournir le financement nécessaire pour tous aspects de projets, notamment les projets de l'infrastructure. Oui. Et ici vient l'importance de ces relations avec les gouvernements gouvernementales africaines qu'avec les institutions privées des pays. Donc, d'après votre analyse, il y aura plus de prêts, plus de financement de la part de la Chine à doper ou à présenter aux pays africains pour doper les moteurs de développement, les moteurs de croissance économique. Mais ma dernière question, dans 30 secondes, les Chinois attendent de quoi des pays africains? Alors, les Chinois attendent d'être mieux reçus sur le continent africain. Ils sont déjà très bien reçus, mais ils attendent que les pays africains proposent plus de projets pour qu'elles puissent aider au développement des pays africains. Oui. Certainement, ils se sont prouvés déjà sur le continent africain. Il est temps de développer ces relations avec plus d'ardeur de la part des pays africains. Et ici vient l'importance de participer à ce forum pour présenter plus de projets se basant sur les besoins de chaque pays d'une manière plus ou moins indépendante. Ambassadeur, merci beaucoup. Merci vraiment infiniment de cette intervention téléphonique et de votre explication concernant ces différentes dimensions de coopération chino-africaine. Donc, actuellement, chers téléspectateurs, je dois vous laisser, mais avec 4 Égyptiennes parmi les 50 femmes architectes les plus influentes en Afrique. C'est le reportage suivant et je dois actuellement clôturer cette édition par ce reportage. Au revoir. Il faut dire qu'aujourd'hui, la profession d'architecte se féminise. Cependant, les femmes d'architectes continuent à évoluer dans un monde d'hommes. Les maîtres d'ouvrage, promoteurs, ingénieurs, entrepreneurs avec lesquels elles traitent tous les jours sont majoritairement des hommes. Pourtant, les nombres le prouvent. Les architectes ont pu faire preuve de dynamisme dans un monde totalement masculin. Parmi les architectes de renommée mondiale, la plateforme African School a sélectionné 4 femmes égyptiennes qui figurent sur la liste des 50 femmes architectes les plus influentes d'Afrique pour l'année 2024. Magda Mustafa. Elle est architecte, président général du studio TM et professeur de design à l'Université américaine du Caire. Elle est connue mondialement pour son intérêt pour la conception inclusive ou l'autisme et son travail de pionnier dans le développement des lignes directrices de conception ASP-ECTSS, la première recherche au monde sur la conception inclusive de l'autisme. Ces signaux primordiaux ont joué un rôle fondamental dans la définition de ces projets architecturaux sur les 5 continents. Elle a été primée plusieurs fois. Sarah Al-Battouti, c'est une architecte égyptienne et fondatrice d'E-Consult, une entreprise leader en conception environnementale en Égypte.
Sarah a plus de 18 ans d'expérience dans la construction écologique et le développement durable et a reçu une reconnaissance mondiale pour son innovation en architecture. Son travail s'étend de l'Égypte à l'Italie et à la Chine. En plus de ses réalisations architecturales, elle a été nommée au poste de conseillère principale du président de la République dans le domaine du développement durable de la société. Elle a joué un rôle central dans l'élaboration de la politique environnementale en Égypte grâce à des initiatives de sensibilisation aux économies d'énergie et d'eau et à la ratification de l'accord de Paris sur le climat. Shahira Fahmy. Elle a remporté le prix d'excellence Tamayouz 2019, Femmes en architecture et construction. Ce prix est consacré aux femmes distinguées dans leur travail et en tant qu'architectes qui méritent d'être appréciées et honorées. Elle a conçu et construit des projets au Moyen-Orient et en Europe. Shahira a été saluée par la fameuse maison d'édition britannique Phaidon comme l'une des architectes qui construisent l'avenir du monde arabe. Maïla Branchi. C'est une architecte avec près de 30 ans d'expérience sur le terrain dans la préservation et la gestion du patrimoine dans le Caire historique. Elle entreprend des projets pour préserver le patrimoine architectural et culturel de l'Égypte, notamment du Caire. Elle se concentre sur le travail avec les communautés locales et souligne qu'elles font partie intégrante de tout projet de préservation du patrimoine. Elle a pu achever la restauration du magnifique sanctuaire de l'imam al-Shafi'i au Caire avec le soutien de l'ambassade américaine au Caire et du fonds Barakat. Ses contributions importantes